Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique, tout ce que vous voulez, qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table et un invité nous accompagne, il donne donc son point de vue. L'actualité dans le pays reste dominée par la tournée du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé du haut de la tribune de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Beaucoup de choses ont été dites. Juste après, le chef de l'État a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation du président français monsieur Emmanuel Macron. Et pour boucler un peu la boucle, Félix Antoine Tshisekedi a donné une interview à deux journalistes français engagés par France 24 et RFI. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'encre et de salive ont coulé, beaucoup de choses sont en train d'être racontées. On parlera de ça. On reviendra également sur la situation d'insécurité, justement parce que le président en a parlé dans l'Est de la République. Pourquoi pas à Kwamouth? Des questions liées aussi aux élections quand même. Un invité est avec nous en direct de Kinshasa, c'est un habitué de nos shows. C'est monsieur Papi Tamba. Monsieur Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur Péro Loara, et je continue à vous témoigner mon soutien et vous dire tous mes encouragements en espérant que Dieu, qui est le Père de l'univers, puisse très rapidement agir en votre faveur. Je sens beaucoup j'ai l'habitude de vous lire, je sens de plus en plus une sorte d'inclinaison vers la divinité. Vous-même, vous vous appelez ange. Souvent, vous terminez vos postes maintenant par dire que les ténèbres, c'est verset biblique qui dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que vous êtes chrétien? Beaucoup de vos détracteurs disent que vous êtes du Congo central, vous êtes un fétichiste, vous êtes dans le domaine de football où vous fréquentez. Mais je sens que vous voulez trop vous vendre maintenant dans la peau de la spiritualité. Vous êtes quoi spirituellement parlant? Un franc-maçon, un occultiste, un mandanté lui aussi? Non. Je suis fondamentalement et foncièrement un chrétien, alors vraiment très engagé. J'ai pris dans une communauté qu'on appelle en anglais DOE International, en français la Voix Internationale, qui est très connue à travers le monde, où j'ai même exercé plusieurs responsabilités. Je continue à témoigner mon attachement à Dieu et à sa parole à travers cette organisation jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais une seule fois fréquenté les marabouts dans ma vie, ni les féticheurs et la sorcellerie, je ne la connais pas et je n'appartiens à aucune secte. Donc c'est tout simplement Papi Tamba avec ses vœux chrétiens qui parle des fois lorsqu'il écrit certaines de ses publications. Ah ok, je vois. Ah, vous priez chez The Way. The Way, j'ai une seule image. Souvent, chaque dimanche, vous organisez des agapés. Je voyais les familles venir manger. Mais bon, la crise est passée par là aussi. Maintenant, on mange plus dans ton église. Avant, c'était quand on vous invitait à la fin de l'église, les gens mangeaient. Vous avez arrêté ça. La crise est passée aussi à la communauté The Way. Hein. C'est pas un peu pour vous taquiner. Mais... Non, on l'a pas arrêté, sauf que c'était plus voyant à l'époque parce que c'était une innovation. Mais aujourd'hui, c'est une routine. Et quand il y a la routine, les gens ne voient plus. Ah, ok. Vous savez, la crise peut être là, mais Dieu reste la source d'approvisionnement de ses enfants. On essaie toujours de croire dans tous les sens, de croire utilement et agressivement pour que malgré les difficultés, malgré la crise, mais que tout soit pourvu quand il s'agit des enfants de Dieu dans leur maisonnée. Ok, on va vous laisser dans votre foi. C'était quand même important parce que j'ai vraiment remarqué que ces jours-ci, vous faisiez trop allusion à Dieu et à la spiritualité. Papi Tamba, l'actualité, avant d'entrer des pleins pieds là-bas, l'actualité dans le pays reste quand même dominée par cette nouvelle triste de quelqu'un que vous devez certainement connaître. Notre ami et frère Barnabé Milingagno, qui a été condamné pour 3 ans, il se trouve en prison, mais il y a 2 jours, je crois, il a perdu son fils de 19 ans, son fils Francis.
Est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de la personne en prison? Comment vous comprenez-vous comme si le sort était en train de s'acharner sur le père? Vous savez, M. Perrault, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais répondre à votre question. D'abord parce que Barnabé ne devait même pas être en prison. Il ne devait pas être en prison. Il est en prison parce qu'il était lourdement condamné, mais pour des faits, vraiment qui sont très discutables. C'est vrai que pour certaines personnes, il n'avait pas le droit de dire que William Bouma, je crois que c'était un peu ça à peu près les termes. C'est une affabulation que les hommes politiques se permettent. Parce que lorsqu'il a été interpellé, on a trouvé sur lui ni armes, ni plan de déstabilisation, ni de coup d'État, et il n'a même pas de complices. C'est dans ces pays qu'on commence à croire que les gens peuvent être auteurs ou bien ils peuvent impulser ou bien orienter un coup d'État sans aucun complice. Ce n'est que dans ces pays. Moi, je crois que la justice a besoin de regagner sa confiance vis-à-vis du peuple congolais. Non, mais on va quand même pas refaire son procès, hein, mais dire d'un président de la République, William Bouma, il a été condamné notamment pour outrage au chef de l'État et menace. On sait dans le contexte congolais, William Bouma, ça veut dire que tu seras abattu. Donc, est-ce qu'on doit refaire son procès? Là, c'était quand même assez flagrant, hein. Je ne suis pas là en train de refaire son procès, je suis en train de vous parler de l'affabulation. Ces genres d'affabulation, nous avons entendu ça plusieurs fois, même sous le président Joseph Kabila, et c'est au quotidien que nous entendons ça au République démocratique du Congo. Yo, na Bomayo. Quand il est dit, généralement, de 10 personnes, si nous devons tous les jours considérer cela comme étant des infractions, envoyer les gens en prison. Je crois que la moitié de Kinshasa devait être construite comme plutôt la prison de Makala, ou bien plusieurs prisons devaient être construites à Kinshasa jusqu'à occuper la moitié de la ville de Kinshasa. Donc, moi je pense que lorsqu'il faut, je ne suis pas là pour faire du droit comparé, mais lorsqu'il faut considérer que des gens qui passent aux actes, par exemple en France, jusqu'à chiffrer un président de la République, mais qui se retrouve en liberté, après quelques mois seulement de prison, on ne doit vraiment pas penser qu'en condamnant Barnabé pour 3 ans de prison, que c'est une bonne chose. On ne doit pas le penser. Mais quoi qu'il en soit, avant de vous laisser terminer, avant de vous laisser aller, vous n'avez pas de leçons à donner dans ce domaine-là, sinon Arma Tungulu qui a jeté une tomate ou une pierre sur le cortège du président Kabila serait encore vivant. Encore qu'ici, Barnabé l'a dit, il est en prison alors que Barnabé, comment il s'appelle, Tungulu, on n'a jamais su où il était jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça, c'est l'œuvre de Kabila. Non, vous ne pouvez pas dire ça parce que chaque fois, je pense que dernièrement, vous m'avez posé la question, nous en avons parlé, et chaque fois, vous essayez de revenir toujours à ce genre de problèmes. Moi, je crois que nous ne sommes plus à l'étape où nous devons continuer à répondre à des choses pour lesquelles on a répondu plusieurs fois. Arma Tungulu a été interpellé. Aujourd'hui, les dossiers Arma Tungulu existent. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, c'est question. Si les gens ne croient pas la version officielle, il faut qu'ils apportent la version du contraire. Il faut qu'ils amènent les éléments contraires pour dire que la version officielle ne tient pas parce que nous avons telle information, nous avons tel élément, nous avons ça. Alors il ne faudrait pas qu'on puisse balayer une thèse, une version qui repose sur des faits probants par rapport à des simples racontars ou par rapport à des simples ressentis des gens. Si les gens voudraient réouvrir les dossiers de Arma Tungulu, ils ont la possibilité de le faire aujourd'hui. Pour la réouverture d'un dossier pénal, il faut apporter des éléments nouveaux. Mais vous allez le constater que ce n'est même pas l'ordre du jour parce qu'il faut avoir des éléments contraires par rapport à ce qui a été donné comme version officielle. Donc j'ai dit qu'ils ne sont pas là pour refaire les procès des Barnabé, mais j'ai juste essayé de montrer qu'il ne devait même pas être en prison. Maintenant qu'il est en prison aujourd'hui, et après avoir purgé 2 ans de sa peine sur les 3 ans qui lui a été, je veux dire, administré, il connaît un tel drame. Moi, je crois que je me rappellerai toujours d'un cas, c'était en France, dans le dossier ELF, avec Alfred Sylvain, qui était lourdement condamné dans ces dossiers-là. Je pense qu'il a écopé de 5 ans de prison, mais pour des raisons de santé, au bout de 6 mois,
Je pense qu'il a été, non, c'est pas Alpha Sylvain, c'est plutôt Loïc Lefloc-Prigent. Ouais. Celui qui était le PDG. Au bout de 5 ans, il a été libéré pour des raisons notamment médicales. Mais aujourd'hui, Armand Tungulu, plutôt j'ai dit Armand Tungulu, excusez-moi, Barnabé, aujourd'hui se trouve devant une situation où il perd son fils, qui vient de présenter ou d'obtenir son diplôme d'État il y a moins de 2 mois. Il devait franchir le pas de l'université. Une opération a mal tourné. Parce que Barnabé avait dit qu'à William Bouma, on doit maintenant empêcher à Barnabé d'aller enterrer son fils, ou tout simplement de soulager cette personne après 2 ans de détention pour qu'il puisse tout simplement regagner sa famille. Moi, je crois que le président de la République, dans les dossiers François Béat, il a parlé, il a dit qu'il faut peut-être être humain. Je crois qu'il a un moyen de le démontrer parce que, quoi qu'il en soit, François Béat est un de ses collaborateurs jusqu'à ce jour. Ses proches collaborateurs. Mais Barnabé, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de sa famille politique, qui n'est pas son proche collaborateur. Si le pape a bien pardonné, je dis bien si le pape a bien pardonné celui qui a voulu attenter à sa vie, je crois que le monde avait apprécié cette grandeur. Et s'il a pardonné, comme je dis, je pense qu'il peut impliquer un exemple que les hommes qui ont assez pris ses responsabilités peuvent aussi dans la vie essayer d'imiter. Le président de la République est aujourd'hui devant une situation où, par rapport à ces cas précis, s'il peut vraiment donner à Barnabé une grâce, je dis qu'il s'en sortira, aussi de l'opinion, il s'en sortira vraiment plus fort. Il s'en sortira très bien par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, il fera preuve du père de la nation. Parce que pour que Barnabé soit libéré, il y a des mécanismes de droit qui existent. Soit la justice peut tout simplement, sur base des demandes quelconques de ses avocats, prendre aussi une décision en sa faveur d'aménagement des peines. Ça existe. Vous savez, dans ce pays, nous devons arrêter de croire que la prison est une réponse à la répression. Nous devons trouver une réponse pour tout fait qui peut être commis sur le plan pénal. Loin s'en faut. M. Perrault, il y a des États dans ce monde qui ont réussi à vaincre, je veux dire, à vaincre la criminalité, à vaincre certaines choses, sans pour autant décrire les politiques pénales. Parce que lorsque la prison a été conçue dans sa forme moderne, il y a des gens qui croient que plutôt le système carcéral tel que nous le voyons aujourd'hui remonte depuis l'Antiquité. Non, c'est depuis le 19e siècle. C'est depuis le 19e siècle. Et M. Perrault, cela avait des vocations ou des missions. Je ne dis pas que la prison n'existe que depuis le 19e siècle. Je parle de sa forme moderne, la prison telle qu'on la voit et on comprend aujourd'hui. L'institution carcérale remonte depuis le 19e siècle. Mais je vous dis qu'il avait deux vocations. La première, certes, c'est le châtiment, parce qu'il faut punir celui qui a commis une infraction. Il faut le punir. Mais il y a le deuxième aspect, c'était le reclassement de la personne punie dans la société, d'où la pédagogie pendant que la personne est en prison. Or, il s'avère que dans notre pays aujourd'hui, c'est un échec total pour ces deuxièmes volets. C'est-à-dire les gens entrent en prison, non pas pour se préparer à un bon reclassement dans la société, mais ils entrent en prison qui est devenue une école de criminalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune politique qui essaie de prendre en charge les détenus pour les reprogrammer afin de redevenir des bons citoyens. Et quelquefois, et je l'ai même appris, qu'il y a des détenus qui sont carrément ignorés, oubliés en prison. C'est-à-dire, il a déjà purgé sa peine, mais il reste en prison parce qu'il n'y a personne qui peut parler pour lui. Ça, il faut... Madame la ministre de la Justice, si elle veut encore, de son côté, laisser ses marques, elle a des projets de loi à initier dans ce sens-là. Moi, je me rappellerai toujours, en matière de la détention provisoire en France, Elisabeth Guigou avait pris, à l'époque, elle était ministre de la Justice, elle avait pris son courage entre les deux mains pour initier une réforme qui instituait les juges de la liberté. Parce qu'il y avait trop d'abus. Il y avait vraiment trop d'abus lorsque c'était les juges d'instruction qui étaient enquêteurs et en même temps c'est lui qui devait envoyer aussi les gens en prison. La détention provisoire était devenue n'importe quoi parce que quand nous parlons de la détention provisoire, ça veut dire que nous sommes en train de mettre en prison, on met en prison une personne qui est encore présumée innocente.
Et il faut bien l'encadrer parce que le principe est simple, il est connu de tous, que la détention n'est qu'une exception et ne doit pas se généraliser comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Donc, le président de la République... Là, vous appelez la main sur le cœur, le chef de l'État, à permettre à M. Barnabé d'aller enterrer son père. Vous plaidez pour Barnabé, je veux dire. En tout cas, je l'ai fait, la main sur le cœur. J'en appelle au chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire preuve de grande humanité. Barnabé n'est pas de sa famille politique, je ne pense pas qu'il le sera, mais il est le père de la nation. Il est là, non pas seulement pour des gens de son obédience politique, mais il est aussi là pour nous autres qui sommes opposés à son pouvoir. Et il s'en sortira grandi si aujourd'hui il peut permettre à Barnabé d'aller enterrer son fils par une mesure de grâce exceptionnelle. Sinon, au cas contraire, la justice peut aussi se saisir de ces dossiers pour trouver une solution d'aménagement des peines. Donc je crois que ce cri de guerre sera entendu pour qu'on permette à Barnabé d'aller enterrer son fils. Papi Tamba, on va rester avec vous à la prison de Makala. Là également, je vous ai lu hier, vous avez publié, j'ai rigolé dans un groupe WhatsApp. J'ai dit, mais là, je viens de voir pratiquement un livre que vous avez publié sur, parce que le texte était quand même long, il faut l'avouer, sur Jimmy Kitenge, qui est un de vos collègues. Quelle est sa situation judiciaire actuelle et quelle est sa vraie situation à l'heure où nous parlons en prison? Parce qu'avant, la dernière émission qu'on a faite, on évoquait le fait qu'il était malade. Est-ce que vous avez des informations sur sa personne, donc je veux dire sa santé, mais aussi sur le dossier en lui-même? Oui, j'ai des informations. En tant qu'homme politique, je suis obligé de m'informer. Vous savez, le dossier Jimmy, c'est vraiment un scandale. C'est un scandale parce que c'est un secret de polichinelle qu'il a été interpellé par l'ANER. L'ANER, si elle doit interpeller une personne, c'est pour des faits qui doivent directement concerner le président de la République ou la sécurité du pays. Moi, je crois que Jimmy Kitenge n'a commis ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas de ces infractions qu'on pourrait peut-être lui reprocher. On l'interpelle par l'ANER pour des propos tenus dans une émission avec Jean-Pierre Kayembe, sinon à la balkanisation, parce qu'il aurait dénoncé un complot qui s'est tramérait contre Maman Olive. Et là, on va lui imputer des faits, des propagations des faux, des propagations des faux bruits. Cela n'est pas de la compétence de l'ANER. Pas du tout, alors pas du tout. La propagation des faux bruits, moi je crois que l'ANER devrait faire autre chose que l'interpeller. Peut-être qu'il soit convoqué par la police, par les parquets, pour qu'il puisse y répondre. Mais déjà, il s'est même bien défendu lui-même, et c'est une vérité qui est connue tous, parce que la première personne qui en avait parlé dans un tweet qui est encore visible jusqu'à ce jour, c'est Mme Colette Brackman. Mme Colette Brackman, quand elle prend des informations, elle publie un tweet, et ce tweet-là peut être repris, parce que dans les réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, on cesse d'être propriétaire d'une information quand on l'a balancée. C'est pourquoi chaque information qu'on balance a un numéro, qu'on appelle lien. Et ce lien-là maintenant c'est un lien maintenant qui est mis à la disposition du grand public. Si maintenant la personne qui pense être, la personne pense peut-être que l'information qui est diffusée dans les réseaux sociaux essaie de toucher à sa personne, que ça le diffame ou peu importe, comment est-ce qu'il peut se sentir lésé par rapport à ça, la personne a parfaitement les droits de saisir la justice qui va demander à Google ou à n'importe quel réseau social de tout simplement supprimer ou les comptes ou de supprimer ces messages-là. Sachant que les réseaux sociaux, eux-mêmes aussi, ils ont leur propre police sur certaines informations. Et si c'est supprimé, dans ces cas, plus personne ne va en parler. Ce sont des choses qui sont très simples. Maintenant, ici, quand on va parler de la propagation des faux bruits, c'est la base d'une information qui a été rapportée dans les réseaux sociaux. Ils vont se baser sur quelle loi? Ils vont se baser vraiment sur quelle loi? Parce que dans notre pays, il n'existe pas du tout des lois en rapport avec qui réglemente les comportements des gens dans les réseaux sociaux. Ça n'existe pas. On ne doit pas aller de l'habit A vers l'habit B sans se remettre
remettre en cause. Ça, c'est d'abord une première chose. Alors, la deuxième chose, maintenant, c'est quoi? Aussi ridicule que cela peut paraître, il aurait fallu attendre qu'on puisse attendre qu'il puisse peut-être germer des rumeurs qui disaient que Jimmy Kitenge serait décédé. Tous on y avait crié à un certain moment, on était très inquiets. Je pense même que plusieurs personnes nous ont aussi appelés pour le savoir, pour qu'enfin, c'est au bout du 6e jour de sa détention, enfin qu'il soit entendu. Il est entendu et puis les choses se sont accélérées pour être libéré après 10 jours. Et après 10 jours, on va les déférer devant la Cour de cassation. Depuis quand un monsieur comme Jimmy Kitenge peut avoir comme juge naturel la Cour de cassation? Depuis quand? On les défait à la juge des cassations, plutôt on les défait devant la Cour de cassation, mais avec un chef d'inculpation. On retient d'abord propagation des faux bruits, on ajoute outrage au Parlement, et on parle maintenant d'offense au chef de l'État. Voilà, ça ils l'ont trouvé comme par hasard, une fois que Jimmy Kitenge était déjà en détention chez eux. Heureusement que les magistrats instructeurs aient élagué les deux premiers points. Parce que outrage au Parlement, il n'y a pas de plénière. Propagation des faux bruits, c'était infondé. Maintenant, il reste offense au chef de l'État. Et si l'offense au chef de l'État, qu'est-ce qu'on reproche à Jimmy Kitenge? Parce qu'il aurait tenu des propos lorsque le président de la République est parti à Barbela en vacances et que lui, Jimmy, aurait trouvé, en tant qu'opposant au régime de Fati, il faut être assez clair là-dessus, il aurait trouvé que ces comportements-là étaient criminels, de partir en vacances et pendant qu'il y avait 17 personnes qui venaient d'être tuées d'une manière très sauvage à l'est du pays. Et Jimmy Kitenge comme opposant, je pense que je ne comprends pas, M. Perron. On aurait voulu qu'il applaudisse. On aurait voulu qu'il fasse les dos ronds ou je ne sais pas. À moi, Papi Tamba, si on m'étendait les micros à ce moment-là précis, mon comportement allait être de la même manière. J'allais juste exprimer, peut-être dans les termes qui sont les miens, mais j'allais exprimer des profonds remords. Parce que le président de la République, c'est le père de la nation. On ne peut pas comprendre qu'il parte en vacances pendant qu'on égorge les gens, pendant qu'il y a tout ce qui se passe au niveau de l'Est du pays. Et on peut l'exprimer en tant qu'opposant sans avoir peur d'être accusé, par exemple, d'offense au chef d'État. Maintenant, on l'accuse d'offense au chef de l'État pour ses faits bénins, pour une déclaration politique. Franchement, je préfère croire que le président de la République lui-même personnellement n'est pas au courant de ce genre de choses. Je préfère le croire. Papi, je préfère le croire. C'est vrai que c'est des faits que vous dénoncez. Moi j'ai lu aussi un peu certaines remarques qu'on vous fait. Est-ce que ce qui arrive à Jimmy n'est pas tout simplement la preuve, je ne vais pas trouver un autre mot, laissez-moi le dire, d'une sorte de lâcheté, des naïvetés, du PPRD qui est aujourd'hui, si on peut le dire, quand même la grande force au niveau de l'opposition. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que si le PPRD avait haussé les tons contre certaines dérives judiciaires, on sait que Momo est en prison jusqu'à l'heure où nous parlons, votre propre secrétaire général adjoint, M. Kambere, a été en prison, aucune manifestation, vous n'avez pas réussi à montrer les dents. Beaucoup disent que vous subissez la naïveté, le manque de charisme pour dire non à ce qui se passe. Donc maintenant c'est après Jimmy et après ça sera une autre personne. Je vais coller cette question à une autre. Et on dit également, Papi Tamba, que vous avez totalement abandonné Jimmy Kitenge, vous, membre de sa famille politique. Vous-même, vous êtes à Kinshasa. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rendu visite, mais les informations à ma possession indiquent que Jimmy est sur le plan politique totalement abandonné. Pas de visite de Chadari, pas de Ferdinand Kambere. Le parti c'est le parti a totalement abandonné Jimmy Kitenge. Non, vous savez, vous avez posé plusieurs questions dans ces volets. Je vais essayer de prendre les par ordre. La première chose, c'est que Jimmy Kitenge n'est pas abandonné. Il est bien soutenu par les siens et ce soutien se passe sous plusieurs formes. Si aujourd'hui je peux prêter ma voix parce que vous me posez la question, c'est tout simplement parce que nous voulons bien les soutenir. Il y a des soutiens qui peuvent aussi être financiers, il y a d'autres formes de soutien qui peuvent être d'ordre moral, et il n'est pas abandonné par sa famille politique, comme tous les autres que vous décrivez ne sont pas abandonnés par leur famille politique. Mais il se pose un problème.
lorsque quelqu'un est en détention, je crois dans une nation civilisée, il faut utiliser les moyens de droit pour obtenir sa libération. Les moyens de droit, c'est d'investir sur sa défense. Ah, donc vous croyez en la justice de ce pays? Vous croyez en la justice de ce pays-là? Non. Non, vous savez, il y a les SPF et Nagambéré. Il ne faut pas oublier que les procureurs en première instance s'est même permis de requérir en son encontre la peine de mort. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en liberté après 3 mois de détention. Et la peine de mort jusqu'à 3 mois de détention, il y a un grand fossé. Donc, il a utilisé les moyens des droits. Dans ces pays, quoi qu'il en soit, malgré l'émission de la politique dans le système judiciaire, il y a toujours quelques magistrats qui gardent encore l'indépendance, qui ont encore la volonté d'écouter les gens. Si les manifestations, comme vous le dites, pouvaient bien obtenir la libération des gens à partir des manifestations politiques, je crois que c'est depuis l'époque de Mobutu qu'on aurait pu obtenir la libération de plusieurs personnes. Mais je crois que jusqu'à ces jours, vous ne pouvez pas me donner des exemples de gens qui ont été libérés par des manifestations politiques ou par des manifestations publiques comme j'essaie de les décrire là. Donc il y a des actions que je peux considérer comme état du théâtre. C'est vrai, ça peut faire la joie dans un certain cercle où on peut croire à certaines choses, mais qui, au niveau des résultats, ne produisent pas ce que les gens peuvent attendre. Vous savez, M. Perrault, parlant de l'IDPS, ils ont fait 37 ans à l'opposition avec des manifestations. J'ai dit 37 ans à l'opposition avec des manifestations. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, non pas par la force des manifestations. Ils sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont emprunté la voie des élections et ils ont emprunté la voie pacifique. Alors, nous ne sommes pas là pour prendre l'exemple d'un parti politique qui a fait 37 ans avec des manifestations qui n'a rien obtenu. Nous sommes là pour incarner un changement que le peuple apprécie de plus en plus, c'est la manière de faire l'opposition. Parce que il y a bien un moment où il faut que les choses changent. Il faut bien que les Congolais arrivent à un certain moment où ils doivent se rendre à l'évidence que le pouvoir politique ou le pouvoir des hommes n'est pas éternel. C'est-à-dire, on peut être au pouvoir aujourd'hui et se retrouver à l'opposition demain. Ce sont des choses que nous autres qui avons vécu en France, que nous avons connues. Nous avons connu la gauche au pouvoir, nous avons connu la droite au pouvoir, et les pouvoirs fonctionnent toujours avec un système alternatif. Les choses sont des fois alternées. Donc, M. Perrault, si le PPRD, aujourd'hui, peut être ces partis-là qui impulsent cet exemple, moi je dirais tant mieux. Nous sommes le premier parti politique en République démocratique du Congo qui passe du pouvoir à l'opposition, qui est en train de subir, je veux me dire, la méchanceté du pouvoir, mais qui résiste, mais qui se bat pour reconquérir le pouvoir par des voies légales et pacifiques. Je vais vous dire une chose, si le PPRD arrive à sa mission un jour, ça va donner matière à réflexion à plusieurs autres mouvements politiques et ça va changer la manière de faire l'opposition dans ces pays. Tout le monde comprendra désormais que non, voilà, on peut être au pouvoir aujourd'hui et se retrouver dans l'opposition demain, et de l'opposition, on peut encore regagner le pouvoir, mais sans casser, sans ingérer, sans faire quoi que ce soit. C'est ça la beauté de la démocratie. Aujourd'hui, peut-être nous sommes incompris. Vous essayez de parler de la naïveté. Moi, j'appelle ça l'incompréhension. Mais demain ou après-demain, je dis bien, si nous résistons, nous allons réussir à mettre en place une nouvelle donne que les gens utiliseront désormais comme référence. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est donc Monsieur Papi Tamba, qui est en ligne avec nous depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Avec lui, on est en train, comme ça, de faire un peu, excusez-moi, la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Tamba, allez, on va mettre le pied dans le plat dans l'actualité politique. Mais non, ce week-end, l'actualité est quand même restée dominée par l'adresse du chef de l'État à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a dit un certain nombre de choses, mais les Congolais se sont largement attardés quand le président a pris la parole aux Nations Unies sur le courage qu'a eu le président de la République d'identifier clairement le Rwanda
comme agresseur. J'ai vu que certains de ses partisans disent que c'est un discours courageux qu'on n'a jamais entendu avant. Le fait du haut de la tribune des Nations Unies de dire que le Congo est agressé par le Rwanda. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez également eu en suivant le discours du président de la République? Qu'est-ce que vous retenez du passage de M. Tshisekedi à la tribune des Nations Unies? Non, mais attendez, M. Perron. C'est déjà vu et déjà entendu. Les gens ne doivent pas présenter cela comme étant quelque chose qui arrive pour la première fois dans notre pays. Le président Kabila l'a fait plusieurs fois. Sauf qu'il n'a jamais été entendu. Et puis, c'est là aujourd'hui qui essaie d'applaudir. À l'époque, n'avait même pas le temps aussi de les suivre. Moi, ce que j'attends du président de la République, que ce soit à l'ONU, que ce soit presque partout, c'est de dire, c'est notre président, il a des explications à nous fournir. Pourquoi est-il parti réveiller ce mouvement du M23? Ah, c'est lui qui a réveillé le M23. Mais attendez, le M23 était un mouvement défait, c'était un mouvement vaincu. Ce n'est plus un secret aujourd'hui, M. Perron. Ce n'est plus un secret, nous devons le dire. Quand je parle de réveiller, je parle de quoi? Je parle d'aller les chercher. Je parle de négocier avec eux. Je parle de les inviter à Kinshasa pendant 14 mois. Les révélations ont été faites. Je parle de tout ça. Est-ce que vous savez que ces gens-là n'avaient même plus une seule munition? Il y avait plus de 300 tonnes de leurs munitions vers Tchonzo là-bas qui ont été récupérées. Mais aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'ONU qui dit qu'ils sont même plus équipés que l'ONU. C'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit. D'où sont venues toutes ces armes auxquelles ils peuvent prétendre aujourd'hui? Ils ont eu le temps de se reconstituer, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un, ou parce qu'il y a un régime, parce qu'il y a un système qui leur avait donné ce temps-là. Le président Kabila avait clairement déclaré, dans son discours s'il était la nation, du 15 décembre 2012, que désormais toute tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Une fois que le coup de M23 était bouté dehors en 2013, avec cette nouvelle impulsion qu'a donné le président Kabila, jusqu'à janvier 2019, avez-vous encore entendu, M. Perron, un seul bruit de bottes à l'Est? La paix avait changé de camp. C'est parce qu'on avait seulement misé sur nos FARDC. Un mouvement que le président République lui-même a loué lorsqu'il a pris le pouvoir. Il a reconnu la bravoure et la force des faits de nos FARDC, de nos 20 soldats. Mais d'où viendrait aujourd'hui qu'on reprenne encore les cycles de négociations? Ce matin, j'ai publié un article pour dire que quand le président Kabila arrive au pouvoir, la première décision qu'il prend, c'est de demander le retour de toutes les armées étrangères qui étaient chez nous. Mais le président de la République, en 2022, alors qu'il a bénéficié de tous les acquis laissés par le président Kabila, nous réinvite encore les armées étrangères et je vais dire qu'ils s'en vantent aussi devant la presse internationale. Pour lui, c'est là la solution. Mais le M23 aujourd'hui a été réveillé par qui? C'est par les systèmes vainquis. La dernière rencontre entre le président Kabila et le président Kagame, c'était en 2016. C'était pour parler de l'exploitation commune du lac Kivu. Ce n'était plus pour parler de la matière sécuritaire. Mais le président de la République prend le pouvoir, il prête serment le 24 janvier 2019. 60 jours après, 2 mois, il se retrouve à Kigali. Et dans les mérites des discussions avec le président Kagame, il parle certes d'autres choses, mais il parle encore de la paix au niveau de l'Est. On n'avait plus besoin de parler de ça dans leur pays. Moi, je ne sais pas si le Congo-Brazzaville parle de la paix de son pays, dans son territoire avec un pays étranger, si l'Angola parle de la paix dans son territoire avec un État étranger, et même si le Rwanda parle de la paix dans son territoire avec un État étranger. Si ces pays-là ont atteint ces niveaux-là, où ils se sont vraiment émancipés, pour ne parler de la sécurité que dans leur propre pays, la RDC aussi avait atteint ces niveaux-là. Pourquoi maintenant évoquer ce sujet de parler de la paix 60 jours après la prise du pouvoir du président de la République et les révélations vont nous être faites par Major Willy? On saura du M23, on saura maintenant par la suite que le M23 a séjourné ici à Kinshasa pendant 14 mois. Mais c'est parce qu'on a fait les marchés avec ces gens, on a mangé dans les restaurants avec eux, sans les savoir. On les a peut-être croisés dans les bus, on les a peut-être croisés dans les taxis,
Ils étaient ici avec nous sur invitation du gouvernement. Cette responsabilité-là, M. Perrault, le président public, ne peut pas se dédouaner de ça. Donc Félix Tshisekedi lui-même est auteur du complot contre le pays dans l'affaire M23 pour vous? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est auteur du complot, puisque le complot existe avant lui. Mais je dis tout simplement qu'il y a eu un mauvais discernement. Il y a eu un mauvais discernement qui a réveillé les M23 par ses propres actions, par sa politique. Et de ce côté-là, nous avons besoin qu'il nous fixe. Vous savez, les pardons existent. Les pardons existent et surtout le peuple a toujours, les Congolais ont toujours la propension à pardonner leurs dirigeants quand les inscrits sont présentés. Le président de la République ferait amende honorable. Il nous dit par exemple qu'il avait cru que ça pouvait être une politique qui pouvait amener la paix dans la durée et qu'il se rend compte aujourd'hui c'était une grave erreur, demander au peuple de pardonner et appeler à la mobilisation générale contre ce que moi je considère des envahisseurs. Mais nous pondre les discours, fouiller la responsabilité en disant à chaque instant que non, voilà, j'ai fait ça, j'ai essayé ça, non, les gens lui diront, Excellence, monsieur le président public, vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait. Ce qu'il fallait faire, c'était tout simplement de continuer dans la ligne droite des acquis vous laissez par votre prédécesseur en renforçant la force de fait de notre armée. Et c'est ce que, c'est tout simplement ce que le peuple attendait. C'était pas autre chose. Non, mais là, on est dans le constat, monsieur Tamba. Oui. On est déjà en pleine occupation et visiblement, le président dit que la seule issue de sortie de cette situation, c'est d'attendre les forces armées de l'Afrique de l'Est. Et quand on lui pose la question, le président est en train de peindre un peu une armée qui est totalement désuète. Il parle d'une armée qui n'est pas homogène. Il a dit que c'était une armée hétéroclite. Il a dit c'est plusieurs corps dans un même corps. Il y a maintenant même des généraux qui répondent à vous, les gens du FCC, notamment à Kabila. Le président l'a pas dit clairement comme ça, mais il a dit qu'il répondait encore aux ordres de certaines personnes. Est-ce que ça ne va pas en totale contradiction avec tout ce que vous nous avez dit? Moi, je vous ai reçu plusieurs fois. Vous avez dit que Kabila avait laissé une armée 10e. Mais celui qui est commandant suprême de FARDC nous démontre aujourd'hui que si vous nous avez menti, c'était un mensonge concernant notre puissance des feux. Je crois que je vais dire trois choses par rapport à ça. La première chose, M. Perrault, c'est que cette même armée, avec les mêmes hommes, ce sont eux qui ont vaincu les M23 en 2013. Cet argument devait suffire à lui-même. N'oublions pas quand même qu'il y avait la force d'interposition de la Tanzanie, non? Non, je dis que cette armée avait botté en touche les M23 en 2013. Non, mais avec le soutien de la Tanzanie, je me rappelle qu'il y avait quand même une brigade des Nations Unies de la Tanzanie. Je dis que je vais parler de trois choses. Ok. La deuxième chose, c'est le président public qui s'est contredit lui-même. Parce que c'est lui qui a dit au début du mandat qu'il avait trouvé une armée disciplinée, soudée, tout ce qui s'ensuit, tous les éloges que lui-même personnellement a fait à l'armée. Donc là, c'est le deuxième point. Mais le troisième point, il y a des gens qui nous cotent. Il y a des gens qui ne sont pas des Congolais, qui donnent des points et qui donnent des places à la force des armées africaines comme aussi à la force des armées du monde. En 2018, cette armée-là était placée 8e dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, elle est au-delà de la 11e place. Qu'on ne nous dise pas que c'est le président Kabila ou c'est les FCC qui sont auteurs encore de cette non, mais parce que vous avez quitté le pouvoir, mais vous avez fait qu'il y ait des officiers qui répondent encore à vos exigences. C'est ça le problème. Vous savez, moi je n'ai pas les éléments de renseignement. Je n'ai pas les éléments de renseignement du président de la République qui essaie de faire ces déclarations devant la presse internationale. Il sait pourquoi il fait ce genre de déclarations. Moi, je sais seulement une chose. Je sais que nous avons un pays où le président de la République a l'habitude de voyage. Il y a une fois même qu'il était pendant 3 semaines à l'étranger. Et à chaque fois qu'il est à l'étranger, le pays est bien tenu, en dehors de ce qui se passe à l'Est. Et quand il quitte le pays, il revient, le pays est toujours bien tenu. Je n'ai jamais entendu un mouvement quelconque des gens au sein de l'armée
qui ont cherché à profiter de son absence pour faire quoi que ce soit, ou qui ont répondu à certains ordres pour faire quoi que ce soit. Donc les gens aujourd'hui sont inscrits dans une logique de la démocratie. Dans la démocratie, l'armée comprend tout simplement qu'elle est républicaine, et en tant qu'une armée républicaine, elle ne doit répondre qu'à un seul commandement. Entre c'est ce que moi je comprends. Maintenant, si le président public le dit, peut-être il a des éléments de renseignement que moi j'ignore. Mais dans le comportement de l'armée, je ne vois vraiment pas des gens répondre à un autre commandement en dehors de celui de leur commandant suprême. Non, mais je vais donner... une deuxième chose qu'il faut ajouter. Ok, la deuxième chose. Non, je vais ajouter. La deuxième chose à ajouter par rapport à ça, M. Perrault, toujours parlant de notre armée. Mais attendez, aujourd'hui nous avons des nominations au sein de l'armée, dont certaines même, entre guillemets, poseraient problème au regard du droit. Mais c'est pas ça le problème. Il y a des permutations. Il n'y a pas des personnes qui les font. Il n'y a pas des stylos verts dans ces pays qui nomment. Au sein de l'armée, il y a un seul stylo vert. Les commandements, je crois, c'est d'abord beaucoup plus au niveau des nominations qu'à autre chose. Les commandements, c'est dans les affectations. Les commandements, c'est dans les missions qu'on assigne. Et je ne sais pas s'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent concurrencer dans notre pays les présidents de la République dans ces domaines précis. Donc il a ces éléments d'information, mais moi je pense qu'il a eu tort de dire ce genre de choses devant la presse internationale, parce que c'est un aveu pour prouver que le pays n'est pas bien tenu, et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que nous avons tout autour de nous des gens qui nous aiment pas. Et des gens qui nous aiment pas profitent toujours de nos propres failles. Ils profitent toujours des divisions qu'on peut observer en interne pour essayer peut-être de nous attaquer aussi. Et lorsque c'est le commandant suprême des forces armées qui dit devant la presse internationale que nous avons une armée qui est divisée en ce sens qu'il y a certains éléments qui répondaient aux ordres d'autres personnes, là, je crois que ça pose un problème. Et pour finir, par rapport au temps, moi je crois que le président public, c'est un homme seul qui reçoit des rapports. N'est-il pas, ça c'est une question que je me pose, victime aussi des mauvais rapports de ses collaborateurs? Peut-être qu'il est de bonne foi, je dis bien peut-être, mais qu'il reçoit des rapports parce qu'on observe trop, on observe un peu une guerre des palais dans les dossiers François Béat en une belle illustration. Nous commençons à croire que même les dossiers Philémon, il y avait risque aussi de suivre les mêmes chemins que les dossiers François Non, mais Béat. parce que vous parlez de Philémon Diab, du général Diab, justement. Vous qui disiez qu'il n'y avait pas, le président l'a dit, est-ce que, j'ai vu aussi certains communicateurs de l'UDPS en parler, est-ce que le dossier que Félix a raison? Parce qu'on dit que Yav est cousin propre de Joseph Kabila, et que tout en étant commandant de la 3e région militaire, au chef des opérations, notamment contre le FDLR, le président l'a dit, il a ordonné aux militaires de lever les pieds et de permettre au M23 d'arriver jusqu'à Goma. Ça, c'est la preuve que c'est son cousin, selon ce que je vois dans les réseaux sociaux, qui lui a demandé de lever les pieds et de permettre à ce que Goma tombe entre les mains du M23. Au-delà d'une incohérence, ça devient une incongruité. Dans ce pays, je crois qu'il n'y a que les talibans, ou il n'y a que les membres de l'IDPS qui peuvent encore continuer à croire, que le président Joseph Kabila aurait un intérêt quelconque avec le Rwanda pour permettre que le Rwanda occupe notre pays. Les Congolais, même ceux-là qui, dans l'ensemble, même ceux-là qui doutaient de sa bonne foi, aujourd'hui sont unanimes. C'est depuis 2013 qu'ils ont compris que le président Kabila s'est toujours battu pour préserver notre territoire et surtout pour contrecarrer et combattre les envahisseurs. Il a bouté les M23 dehors depuis 2013. Je ne vois pas aujourd'hui, en 2022, pourquoi serait-il en contact avec James Kabarebe pour que ces derniers puissent donner des ordres au général Yav et pour qu'on puisse prendre des Goma. C'est comme si la prise de Goma veut dire le renversement des institutions à Kinshasa. C'est pourquoi je dis que c'est une incongruité. Donc ça n'a vraiment pas de sens.
les gens fuient tout simplement leurs responsabilités en essayant de tourner, ils essaient un peu de s'inventer des vies ou de noyer les poissons. Parce que la vérité dans cette affaire, et celle-là, elle est inaliénable, elle est inattaquable. C'est que les M23 étaient un mouvement défait et vaincu en 2013. Les M23 aujourd'hui reprennent du terrain, tout simplement parce que ils ont été ici à Kinshasa. On est allé les chercher. Pour quelles raisons? Nous attendons encore des explications jusqu'à ce jour, on ne la comprend pas. Alors pourquoi les M23 n'a pas osé de 2013 à 2018, ça fait 5 ans. Pourquoi n'ont-ils pas osé de refaire surface? Les gens devaient quand même se poser des questions. Il n'y a que nos amis de l'IDPS qui peuvent encore continuer à fabuler, qui peuvent encore continuer en fouillant les responsabilités, à raconter des histoires qui ne tiennent pas debout. Je suis content d'une chose, c'est que les Congolais aujourd'hui sont ailleurs. Ces gens d'acquisition ne tiendront plus jamais. Les Formol et les Kadiocha ils ont fait leur temps, mais aujourd'hui ils doivent réformater leur système de communication, afin de permettre à ce que les partis ne disparaissent pas. Parce que la crainte, même pas la crainte, ça sera le grand bonheur des Congolais, c'est que les départs des facilités du pouvoir soient aussi associés avec la mort de l'UDPS, c'est tout. Bon, parlons justement de la mort de l'UDPS. Félix a évoqué la question des élections. Il a rassuré qu'il y aura élection en 2023. Il parlait des Kadima en disant que c'est un expert patenté. Et il est sûr de son bilan quand il dit qu'il a réussi la gratuité de l'enseignement. Là, il est en train de mettre en place la gratuité de la santé. Il évoque notamment l'ambitieux projet des 145 territoires en rassurant qu'il y aura élection. Est-ce que vous croyez en la volonté du président d'organiser les élections? Est-ce que vous êtes prêt pour aller aux élections? Parce qu'il dit également qu'on sent plutôt que c'est l'opposition qui n'est pas prête, cette opposition qui visiblement ne veut pas aller aux élections. Vous savez, M. Perrault, il y a des parents dans ces pays qui ont aussi écouté le président de la République vanter la gratuité de l'enseignement. Il y a des parents. Ces parents-là vont se faire eux-mêmes leurs propres idées et ils vont avoir eux-mêmes leur propre capacité de voter, c'est-à-dire ils auront leur voix dans les urnes pour savoir s'ils doivent donner des urnes au président de la République par rapport à cet argument apprécié. Comme il y a des femmes qui accouchent dans ces pays, il y a des gens qui sont malades dans ces pays, et même aussi vous diront si la gratuité des soins, c'est quelque chose qui les enchante d'entendre ça de la bouche du président de la République depuis l'étranger. Et les programmes sur les 145 territoires, nous attendons seulement 2013 et nous allons voir un programme que le président de la République découvre pendant qu'il est président. Vous savez, la cohérence, pour être sûr qu'un programme peut marcher, pour un président de la République, c'est de l'inscrire dans son programme de campagne. On suppose qu'il y a eu des études qui ont conclu à ce qu'il puisse les présenter comme programme de campagne. La cohérence serait aussi, c'est que les jours d'investiture, que le président de la République les fasse comme une projection, qu'il les présente comme une projection. Là, on peut se dire qu'il y a eu des études qui ont été menées. Mais lorsque vous exercez déjà votre pouvoir, et après 3 ans d'exercice de pouvoir, et il ne vous reste que 2 jours, qui représentent moins de 750 jours, vous venez avec un ambitieux programme de 145 territoires qui est très mal ficelé. Peut-être on peut faire une émission là-dessus un jour. Il n'y a que des naïfs qui peuvent croire à sa réussite. Il n'y a que des naïfs. Papita ne fait pas partie de ces lots. Maintenant, utilisez ces 3 paliers pour considérer que ça va être un gage pour se faire réélire, peut-être aussi facilement. Les Congolais entendent ce genre de discours, ils vont le comparer avec les traîtres, avec les traîtres de leur vie. Ils vont le comparer. Mais si quand nous parlons avec la population, quand nous essayons de lire un peu les tendances dans les réseaux sociaux, en tout cas, la grande tendance qui sort contredit celle du chef de l'État. Maintenant, pour revenir aux élections, on ne doit pas indéfiniment prendre des gens pour des moutons. Et moi, je déteste ceux qui veulent prendre des Congolais pour des moutons.
Notre problème qui est là, il est très simple. Le problème est très simple. Monsieur Perrault, il y a Denis Kadima Kazadi qui n'est pas d'abord à sa place. Il n'est pas à sa place. Nous savons tous comment est-ce qu'il a été parachuté là-bas. Nous savons tous comment la Cour constitutionnelle aussi a été constituée. La deuxième chose, Denis Kadima Kazadi nous dit, voilà, ils ont reçu les kits électoraux. Mais c'est un échantillon. Mais c'est un échantillon. Vous savez combien de kits électoraux faudrait-il pour l'ensemble des pays? C'est un échantillon pour présenter les choses. Il dit que c'est au mois de décembre, selon sa feuille de route, qu'on va commencer l'enrôlement des électeurs. Je vais voir son génie. Je veux vraiment voir les génies parce que nous ne sommes pas du tout concernés par tout ce qu'il est en train de raconter. Pour nous, il n'organisera pas les élections. Alors, je vais voir son génie pour qu'il puisse organiser l'enrôlement des électeurs dans ce pays en moins de 6 mois. Là, je comprendrais maintenant que voilà, nous sommes en train d'aller vers les chemins qui confortent celui plutôt avant la République. Mais moi, je ne crois pas. C'est un discours pour la consommation politique. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas eu la volonté d'organiser ces élections. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas élection en 2023. Donc pour vous, il n'y aura pas élection en 2023. C'est de la magie que d'avoir des élections. Il n'y en aura pas. Non. Techniquement parlant, c'est impossible. Et la recette, c'est quoi? S'il n'y a pas élection, Félix n'est pas président de la République. C'est ce que je suis en train de dire. La grande question à régler, c'est par rapport au sort de celui qui a la tête des pays, qui incarne l'unité nationale, cette personne qui devait tout faire en tant que garant des fonctionnements des bonnes institutions pour que nous puissions avoir des élections, des bonnes élections à temps utile. Et cette personne a failli à sa mission. Et toute la problématique sera posée sur sa personne. Et votre hypothèse plausible, ça sera quoi? Le chasser et faire d'élu ceux qui disaient si après l'élection, Kabila ne sera plus président? Une transition sans fatigue. C'est tout. C'est beau à entendre ça. On en a parlé la semaine, lors de la dernière émission, je ne vais plus rentrer dedans. On va terminer, on est à la 56e minute, je n'ai même pas vu le temps passer. Un mot quand même sur la tournée Caméré, on a parlé dans l'Est de la République. J'ai vu des foules immenses qu'il draine derrière lui, on parle de la tournée à Mani. Est-ce que vous pensez que les dignes fils de ce coin de la République ne doivent-ils pas suivre l'exemple des Caméré pour aller prêcher la paix et permettre à cette partie du pays de retrouver sa quiétude? Vous savez, M. Perrault, j'aime bien le président Caméré. Je l'aime très bien. Mais quelquefois, je ne comprends pas trop aussi ses choix. Mais il est président de son parti politique. Il a sa propre famille politique. Et il a ses propres convictions et sa propre manière de faire les choses. Je ne serai pas très critique par rapport à sa tournée. Je veux juste que lui-même arrive un jour à faire l'évaluation après sa tournée. Moi, je veux beaucoup plus parler par ricochet des Wenge Musique à 4x4. Ces gens qui nous ont fait croire qu'après les 30 juin, après les concerts, toutes ces mobilisations qui seront faites, ainsi de suite, que la musique congolaise va vivre des jours nouveaux et va connaître quelque chose de nouveau. Je crois que après les 30 juin, on parle moins encore de Wenge Musique qu'avant les 30 juin. Et les grands leaders qui étaient connus de Wenge Musique, en l'occurrence Jimmy Piané-Werrason, sont de plus en plus en perte de vitesse après les 30 juin qu'avant les 30 juin. Que cela puisse inspirer au président Caméré. Tout ce qu'il a en train de faire, c'est bien. Et après? Vous lui conseillez de se calmer, de ne pas trop croire à son allié Félix Tshisekedi? M. Perrault, mes propos sont assez clairs. Et le président Caméré, c'est un homme tellement intelligent, ça je le sais, que s'il suit cette émission, il comprendra ce que j'ai dit. D'accord. On va boucler la boucle, Papi Tamba, par la situation à Kwamount. Le président a dit qu'il y a des tireurs
des ficelles, il y a des gens qui parlent d'autres langues qui sont là-bas. Est-ce que là aussi, vous croyez seulement à un conflit communautaire, ou vous aussi, vous voyez le président parler d'un projet de déstabilisation? Est-ce que vous allez dans le sens du président de la République, ou vous pensez qu'il s'agit plutôt d'un problème communautaire qui n'est pas bien géré? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette propension du président de la République à toujours accuser les autres. Ça, c'est quelque chose qui me met un peu hors de moi. Il y a ces conflits, il y a ces problèmes. Mais qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions? Sur lui et se présenter à la personne qui présente des solutions. Accuser les autres sans les savoir. Il est en train de faire un aveu d'incapacité alors qu'il dispose des moyens de l'État pour mater ces autres-là. Les autres-là dont lui parle. Parce qu'il y a des éléments d'information, qu'il y a des gens qui instrumentalisent ça, mais qui a l'impérium dans ces pays pour les mater? Qui dans ces pays a les pleins pouvoirs? C'est-à-dire il a les pouvoirs au niveau du gouvernement, il a les pouvoirs au niveau du Parlement, du Sénat, tout le monde est en train de lui faire allégeance. Il a les pouvoirs au sein de l'armée, de la justice et presque partout. Il s'appelle Fati. Maintenant, lui sait qu'il y a des tirets et des ficelles. Il le sait parce que c'est lui qui les dit. Devant la presse internationale, il aurait été préférable qu'ils nous disent que je suis informé qui est derrière ça, je rentre au pays, je vais les mettre à la disposition de la justice, ou je vais prendre des dispositions pour que cela n'existe plus. Mais nous présenter ça comme étant une difficulté pour son action, ailleurs, ça serait considéré comme étant un aveu d'incapacité, donc un motif de démission. Mais nous sommes en RDC. Nous avons connu des cas inédits dans ces pays, nous avons connu plusieurs cas similaires. Je n'ai pas vu le président Kabila parler de cette manière-là ou se plaindre. Il a trouvé des solutions dans la durée. Et aujourd'hui, les cas cités ne sont plus d'actualité. Papi Tamba, on va terminer cette émission par là. 1 heure de tours d'actualité avec grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup et bon après-midi chez vous. Merci beaucoup, M. Perrault. Je vais finir votre émission. Je sais que je vais finir par un mot. J'ai été très critique à l'endroit de la politique du chef de l'État. C'est normal, je suis un opposant à son régime. J'ai été très critique et ainsi va la démocratie. Ça ne m'empêche pas de faire appel à son humanité pour les cas de Barnabé. Après tout, nous sommes tous Congolais. Pouvoir comme opposition, ça ne doit pas être pour nous un motif de ne pas nous rendre service ou de ne pas nous aimer. J'aime bien le président de la République en tant qu'humain et je pense qu'il aime bien Barnabé aussi en tant qu'humain. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Papi Tamba. On finit donc cette émission avec cet appel pressant de M. Papi Tamba. Je voudrais aussi réitérer le même appel. Je pense qu'on peut avoir des divergences, mais à un moment donné, la politique doit céder le pas à l'humain. M. Tshisekedi, je pense qu'il est humain que de permettre à M. Barnabé Milingano de pouvoir aller enterrer son fils, Francis, qui, je rappelle, est décédé il y a 2-3 jours. Le garçon de 19 ans, diplômé avec 67% il y a 1 ou 2 mois, et qui avait déjà pris son inscription pour commencé à l'université à l'UPC. Il est donc décédé de suite d'une opération chirurgicale d'appendicite à l'hôpital Mama Coco. Barnabé est totalement déchiré. Barnabé est effondré. Il pleure son enfant. Je pense qu'humainement parlant, on doit vraiment s'organiser pour trouver des mécanismes afin de permettre à Barnabé d'aller dignement enterrer son fils. Ça, c'est un appel patent qu'on lance justement à M. Tshisekedi et à tout son régime, au système judiciaire de la République. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.